Les podcasts du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Des informations, des interviews, des analyses sur des sujets d'actualité et prospectifs sur le thème de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez-nous sur notre site internet www.observatoire-map.org. Bienvenue dans le podcast du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité, et plus particulièrement dans la rubrique Startup et mobilité. Ce nouvel épisode est consacré à Ultima Mobility, une start-up spécialisée dans la fabrication de vélos électriques. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Mortal, CIO, qui a cofondé Ultima Mobility avec Brice Epailly et Mauro Ricci. J'attire votre attention sur le fait que l'échange qui va suivre va bien au-delà de la présentation d'une start-up et de son produit. En effet, parce que l'expérience et le vécu de Jérôme Mortal dans le domaine de la mobilité et de l'industrie sont importants, ce dernier nous transmet une vision particulièrement argumentée sur le plan de la micromobilité et plus particulièrement des petits véhicules ou véhicules intermédiaires qui ne sont pas encore adaptés aujourd'hui, mais qui pourtant seraient utiles et pertinents pour répondre aux besoins de décarboner les transports du quotidien et plus particulièrement pour faciliter nos petits déplacements, notamment dans les zones urbaines. La vision que vous allez entendre va en réalité aller au-delà du vélo électrique, tout comme l'ambition des trois cofondateurs d'Ultima Mobility. Je suis Laurent Equet, directeur général du MAP, et je vous invite à écouter l'échange qui va suivre et qui s'articule autour des points suivants: la présentation d'Ultima Mobility et de sa philosophie, la présentation du vélo multipass fabriqué par la start-up, et nous terminerons par une vision plus personnelle de Jérôme Mortal sur les enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Jérôme, bienvenue dans le podcast du MAP, dans ce numéro de la rubrique Startup et mobilité consacré à Ultima Mobility, donc une startup que tu as cofondée, dont tu es le CIO et qui est spécialisée dans la fabrication de vélos électriques. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, donc Ultima Mobility, c'est une aventure que je préside, mais nous sommes plusieurs acteurs engagés dans ce projet. Un projet qui est né il y a 2 ans maintenant. On a fêté notre anniversaire il y a quelques jours. L'idée initiale, c'est de dire il est urgent d'apporter des offres pour la mobilité active et avec une panoplie d'idées à l'esprit sur ce que peut être la mobilité active, donc de 0 à 45 à l'heure et pas forcément que du vélo d'ailleurs. Mais pour commencer, un de nos piliers et une de nos ambitions avec donc Brice Epailly et Mauro Ricci, c'était de dire il faut qu'on ait une offre sur laquelle on peut rapidement s'appuyer et rapidement déployer le modèle. Donc c'est la raison pour laquelle on est parti sur le vélo. C'est-à-dire le vélo était notre premier pilier et on va dire un moyen de financer nos étapes futures. Alors on va rentrer dans le détail de toutes ces explications, on reviendra parce que effectivement on voit qu'il y a une forte implication, un fort engagement pour la multimodalité dans la mobilité. J'aimerais peut-être, avant que l'on commence cet échange, débuter par une présentation de ton expérience, parce que tu es quelqu'un qui a une grande expérience dans le domaine de l'industrie automobile, auprès de constructeurs d'automobiles, auprès d'équipementiers et un peu partout dans le monde. Donc peux-tu nous faire une présentation rapide de ton profil? Je pense que la première chose à comprendre déjà, c'est que je suis quelqu'un de très autodidacte et avec un caractère d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur. Et donc, j'ai commencé à travailler dans l'automobile à peu près en 1984, pour être précis, au travers de l'apprentissage et au travers de métiers qui étaient loin d'être des métiers d'ingénieur. J'ai compris assez rapidement que si je voulais continuer et être à des endroits un peu intéressants dans le monde de l'automobile, il fallait que je reprenne mes études, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Je me suis arrêté j'ai eu plusieurs séquences dans ma formation. Donc, je suis ingénieur INSA, mais j'ai aussi un diplôme de l'Institut français du pétrole et du MIT de Boston. Ça m'a donné accès à des belles portes, à des endroits sympas où j'ai pu m'exprimer. Donc, chez Renault, dans un premier temps, où j'y ai passé beaucoup de temps, dans différents endroits de l'entreprise. Que ça soit les véhicules de série, les véhicules low cost, la Formule 1 ou les véhicules sportifs. Ensuite, j'ai eu la chance, dans le cadre du programme low cost, de partir en Roumanie et de faire partie des pionniers qui se sont lancés dans le programme Dacia. Donc, comme je dis souvent aux gens, c'est faire une voiture pas chère, c'est au moins aussi difficile que de faire une Formule 1.
parce que les enjeux sont pas les mêmes, les problématiques sont pas les mêmes, mais la complexité est la même. Quand vous essayez de faire une voiture qui doit tomber de chaîne à 5 000 euros, on voit bien les problématiques auxquelles on fait face. Ensuite, j'ai eu la chance moi de rejoindre le programme Russie très très tôt et de participer au partenariat avec entre Renault, Nissan et Avtovaz, donc Lada. Et puis ensuite l'Angleterre, Jaguar Land Rover qui était en pleine croissance quand je les ai rejoints, et là où on a pu s'éclater en dessinant toute une gamme de véhicules, et dont je suis particulièrement fier, puisque moi j'étais en charge du programme du système de propulsion de E-Pace en ma fin de période Jaguar Land Rover, donc j'ai pu développer ce bel objet électrique. Par contre, c'est la période où je commençais à avoir des états d'âme, 2016-2017, sur c'est quoi l'avenir de l'automobile. Est-ce qu'on a raison? On était en train de faire de plus en plus gros, de plus en plus lourd. Et moi, je doutais qu'on était en train de prendre la bonne voie. Donc, je suis un amoureux de l'Inde et d'un certain nombre de pays émergents, la Chine. Et quand je voyais ce qui roulait là-bas, je me dis on est complètement décalé. Et on est en train de se tromper. Ça m'a motivé à travailler dans le cadre de ma société de consulting et puis dans le cadre de dossiers que j'ai pu faire, c'est de commencer à plébisciter et à mettre en avant des mobilités alternatives, on va les appeler comme ça. Et ces mobilités alternatives, Valeo m'a proposé de venir les rejoindre pour monter une petite entité, une business unit, dont la vocation était justement de développer des systèmes de propulsion principalement destinés à des véhicules niches. Alors au départ, on imaginait aussi faire des véhicules de sport dans cette même entité, et puis des véhicules très très low cost. Et puis c'est le low cost qui l'a emporté, ou les véhicules, on va dire, de petite mobilité qui l'a emporté, qui a pris le dessus sur le business model. Donc qu'est-ce qu'on retrouve qui était sorti de cette business unit? On retrouve des moteurs de tuk-tuk en Inde, on retrouve le moteur de la nouvelle C2 BMW, on retrouve le moteur d'Ami One, on retrouve le moteur du vélo, le programme vélo avec le moteur à boîte de vitesse. Et puis quand Valeo a commencé à voir la business unit fonctionner, et donc m'a commencé à me demander de réintégrer cette entité dans le processus un peu classique de l'entreprise Valeo, moi ce que j'ai proposé à mes dirigeants à cette époque-là, c'est finalement de me laisser gérer le passage de relais avec mon remplaçant et de me laisser partir monter ma structure. Et c'est la naissance d'Ultima. Je pense qu'il était intéressant, en ce début d'échange, d'entendre le témoignage du vécu professionnel de Jérôme Mortal pour comprendre ensuite sa vision et ses motivations. Son expérience au sein de grosses entités industrielles du monde de l'automobile lui confère une légitimité indéniable pour parler du secteur, expérience qui l'aura amené aussi à remettre en cause certains principes et à s'interroger sur les développements nécessaires pour répondre aux besoins d'une mobilité quotidienne durable des ménages. Poursuivons à présent sur la présentation d'Ultima Mobility. Venons-en à Ultima Mobility. C'est une philosophie, c'est un engagement, c'est une pensée sur la mobilité de demain, au-delà du vélo. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc Ultima Mobility, si on revient là sur les fondamentaux, c'est de dire ok, adressons la mobilité active ou la mobilité douce de proximité là, comme on adresse les problématiques automobiles, c'est-à-dire allons nous concentrer sur les clients qui ont des difficultés finalement à basculer dans cette mobilité parce que les offres sont trop compliquées, pas forcément adaptées à des non-cyclistes, pas forcément adaptées à des gens qui voient ça d'un regard très loin jusqu'à maintenant. Et donc la genèse d'Ultima, c'est de dire on se doit de faire des objets qui s'adressent finalement aux gens qui ont le plus de mal à basculer dans cette mobilité. C'est-à-dire, on peut donner un peu des exemples de personnages, mais typiquement ma maman qui a 70 ans, qui n'a jamais fait trop de vélo dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut quand elle veut faire du vélo? Elle veut un vélo qui soit facile, léger, pas des trucs où il y a des vitesses à changer, elle comprendrait rien, pas un truc où il y a des assistances et des modes sport, turbo. Elle a pas besoin de tout ça. Et puis il faut que ça soit anti-vol, il faut que ça soit donc comme je l'ai dit, très maniable et intuitif, quoi. Donc en fait, quand on met tout ça dans un pot commun, on arrive assez vite à se dire, effectivement, quand on regarde sur le marché, des vélos comme ça, il y en a pas tant que ça. Il y en a, hein. Je vais pas dire que Ultima est le seul à faire ce genre d'offre, loin de là, mais finalement, il y en a pas beaucoup,
Parce que souvent, dans ce monde du vélo, les données initiales qui font le cahier des charges du produit sont quand même filtrées à un moment ou à un autre dans le processus de remontée d'informations par des cyclistes et des gens qui sont des amateurs de la bicyclette, dont je fais partie d'ailleurs. Hein. Moi, je suis un passionné de vélo, mais à trop vouloir passer par ces intermédiaires-là, finalement, on déforme un petit peu la demande du client. Il y a ce point-là. Puis après, il y avait un deuxième point qui était très important dans la genèse d'Ultima, c'était de se dire, moi, je revenais d'à peu près 15 ans de l'étranger, là, quand je suis arrivé chez Valeo. J'ai été effrayé, moi qui suis un acteur du développement de l'industrie dans le monde, j'ai été effrayé de voir à quel point il y avait eu un jeu de vases communicants et que l'industrie française s'était déshabillée, quoi. Je raconte souvent une anecdote. J'étais avec mon fils Sacha qui avait 6 ans et on remontait la Saône, on partait du nord de Lyon et on remontait jusqu'à Épinal et vous voyez quand vous faites cette route, vous longez des gros sites industriels de l'est de la France. Et je lui avais dit, tu verras pourquoi papa aime l'industrie, tu vas voir des belles industries, ce que sont des belles usines françaises. Et figurez-vous qu'on a roulé 7 jours et on n'a pas vu une usine ouverte. Ça fait froid dans le dos et on s'est dit dans Ultima, on fera peut-être pas du 100% français, ça sera peut-être trop ambitieux, mais il faut qu'il y ait dans notre approche une volonté de relocaliser. Alors pourquoi relocaliser ? Parce que ça a plein d'avantages. Hein. L'avantage, c'est que vous commencez à travailler sur des chaînes courtes, vous donnez à manger à des usines qui sont en difficulté, et puis en même temps, vous remettez en place cette dynamique qui globalement, moi je suis intimement convaincu, on peut pas être un donneur d'ordre et ne pas faire. Donc en fait, c'est comment on reste acteur de notre créativité et cette boucle vertueuse, Brice Epaï, qui est l'autre associé technique de la bande, on est intimement convaincu. Et Mauro Ricci, qui nous a rejoint il y a pas longtemps dans cette belle aventure, il est également convaincu qu'il y a un compromis à trouver et que le tout, je donne des ordres et je fais faire ailleurs, ça n'a pas de sens sur la durée. Donc voilà, il y avait tous ces ingrédients et tout ça, c'est ce qu'on a mis dans les 3 piliers d'Ultima. C'est pour ça que le logo Ultima, c'est 3 U. Hein, c'est un cercle infini avec 3 U, enfin, une forme infinie avec 3 U. C'était les 3 piliers de base et ce qui nous permettait de commencer et de faire cette offre commerciale qui est notre premier vélo qui s'appelle le Multipass, qui est commercialisé depuis à peu près 1 an maintenant. Alors, on va venir tout à l'heure sur l'approche du produit en tant que tel. J'aimerais un petit peu continuer sur cette philosophie, cet engagement. J'ai vu sur le site internet d'Ultima Mobility, il est dit que la mobilité de proximité n'est pas adaptée, qu'elle génère une surconsommation de nos réserves. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs messages dans cette petite phrase-là. Je pense que aujourd'hui, enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes maintenant puisque tout le monde parle de ça. Mais globalement, quand on regarde finalement les déplacements moyens qu'on effectue les uns les autres, on est très souvent dans une voiture qui est disproportionnée par rapport à l'usage. On est souvent seul. On fait des distances qui vont de 7 à 17 km, on va dire, à peu près. Et puis, on s'engouffre tous dans des circuits qui sont finalement avec un taux une part urbaine très importante. Et donc, on voit bien que, d'ailleurs, les villes sont en train, si je prends le C40, là, il y a des gens qui sont en train de se réunir, il y a des grosses agglomérations qui sont en train de se réunir, d'essayer de développer des standards et dire, bon, les villes de demain doivent plus ressembler à ça. La question, c'est, il faut qu'on travaille main dans la main avec ces gens qui essayent de penser aux villes de demain et de dire, et la mobilité de demain, c'est quoi ? Donc, on est sur un environnement urbain qui a mis à peu près 100 ans pour arriver là où il est. Je pense qu'une erreur, hein, c'est d'ailleurs une erreur importante, serait de dire, allez, brutalement, je repars 80 ans en arrière. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut essayer de retrouver un bon compromis entre les cas d'usage et l'objet qu'on propose. Moi, je vais te donner un exemple très simple. Je suis une mère de famille. Je vais faire mes courses dans une future ZFE, là, une zone de faible émission. Donc, j'ai pas le droit d'y aller en voiture, sauf si elle est électrique. Je veux y aller avec mon enfant et je veux revenir avec un caddie de course. Cet exemple-là, il est intéressant parce qu'il va se passer demain pour 70% des gens qui vivent en ville. Et aujourd'hui, si on regarde sur l'offre marché, si on veut répondre à ça, il n'y a pas beaucoup de produits. Donc, il y a les gens qui sauront se payer une voiture électrique. Puis, il y a ceux qui pourront pas. Et ceux qui pourront pas, qu'est-ce qu'on leur offre aujourd'hui ? Un vélo, un cargo. Le vélo, on y apporte une offre aujourd'hui. Mais
je suis sûr qu'entre le vélo et la voiture, il y a encore différentes offres. Alors, il y a les gens qui sont partis dans tout ce qu'on appelle dans notre vocabulaire d'ingénieur les L6, L7, les véhicules sans permis, là, ou les petites motorisations, les véhicules qui roulent entre 45 et selon les applications, là, 45 à l'heure, et puis certains même un peu plus vite, puisqu'ils sont immatriculés, puis on a besoin d'avoir le permis pour pouvoir les conduire. Et puis, il y a encore, entre les deux, il y a encore des secteurs, là, où la moto, historiquement, la moto ou le scooter, la mobilette, si je remonte un peu plus en arrière, était positionnée. Et sur ce secteur-là, qui est un secteur qu'on a abandonné en Europe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, il y a un bon exemple qui s'appelle l'Extrême Défi, qui est sponsorisé entre guillemets par l'ADEME. Petit clin d'œil à Gabriel Plassa au passage. Ce qu'on voit dans ce projet, l'Extrême Défi, personne, j'espère, prendra mal mon propos. On y voit un peu des fanfreluches, des trucs qui sont un peu l'objet de bricolage. Mais par contre, le fond de la pensée est pertinent. C'est-à-dire, c'est comment on sait faire des offres dans cette gamme. Elle doit être abordable économiquement. Elle doit permettre de faire des objets qui se déplacent électriquement ou musculairement. Donc, c'est-à-dire qu'on est on est une combinaison un peu hybride, mais de l'hybride vraiment mobilité active. On n'est pas je parle pas des gros hybrides automobiles, je parle dans l'hybride entre actif et électrique. Et là, il y a des modèles à inventer, il y a des concepts à mettre au point. Et puis, dans ces véhicules-là, on peut très bien imaginer qu'on est sécuritaire, à l'abri, et qu'on peut promener un ou deux enfants et avoir une offre. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à adresser. Je pense que si on fait ça à un prix décent, le prix va être un gros enjeu, mais si on arrive à faire ça à un prix décent, donc pour que ça soit un prix décent, c'est de façon industrielle, on a, à mon avis, quelque chose à gagner. Donc là, c'est typiquement, c'est un peu comme quand on a fait le Multipass, notre premier vélo. Il y a une chose qui nous a motivés, qui nous a inspirés quand on a dessiné notre premier vélo, c'est de faire de l'innovation au service de la relocalisation. J'aime bien cette phrase-là, on a innové pour réussir à relocaliser. Du coup, quand on raisonne sur des véhicules un peu plus gros, il faut qu'on ait la même approche, c'est-à-dire comment on fait de l'industrialisation et de l'innovation au niveau industrialisation pour faire des produits sécuritaires, fiables, performants, toute proportion égale, on est dans des véhicules qui roulent à 45 à l'heure, et qui donnent envie. Je ne peux pas imaginer. J'étais l'autre jour dans une conférence, il y a une personne qui me challengeait en me disant ouais, regardez en Chine ce qu'ils ont fait, toutes ces petites voitures sans permis, il y en a pas une qui est plus belle que l'autre, c'est affreux, c'est hideux. Eh ben non, c'est justement, il faut qu'on fasse quelque chose qui donne envie aux gens de l'acheter, qui donne envie aux gens de s'asseoir dedans, enfin de l'acheter ou de le louer d'ailleurs, mais que les gens se sentent bien dans ce genre de véhicule au niveau sécurité, à l'abri de l'eau, etc. Donc c'est là où il y a un challenge. Il y a un gros challenge parce que il va falloir prendre en compte le désir, enfin l'acceptabilité de ses clients et les souhaits de ses clients, et il va falloir apporter les briques techniques qui vont pouvoir répondre à ça. Et là, on le voit bien, puisque beaucoup de gens se grattent la tête autour de ces concepts en ce moment. On voit bien que la réponse n'est pas triviale, quoi. Il y a un peu de travail, mais comme à l'époque, si je prends des exemples de ma carrière passée, comme à l'époque quand on a eu à travailler sur Twizy, comme à l'époque quand on est Twizy, je rappelle, c'est un véhicule qui a 25 ans, quand on a eu à travailler sur Logan ou la gamme Dacia, c'est de se mettre en rupture et puis de se dire comment on arrive à trouver le bon équilibre entre cette cible économique, le côté qu'il faut qu'on maintienne, c'est rester attractif et puis les impondérables et les obligatoires, je dirais, la sécurité, un minimum de confort, voilà. Donc c'est cet équilibre-là, cette alchimie-là qu'il faut mettre au point dans nos recherches et dans nos travaux. Et là, je peux te dire que c'est pas simple, mais ça nous occupe et on va y arriver puisqu'on va bientôt présenter des choses d'ailleurs chez Ultima. Alors, justement, cette philosophie, toute cette vision que tu viens de nous donner, qui est extrêmement intéressante, beaucoup de personnes vont s'y retrouver parce qu'on est tous preneurs d'un petit véhicule facile d'usage qui doit nous permettre, peut-être en ce qui me concerne par exemple, d'aller prendre le TGV pour aller à Paris, voilà, et de le garer facilement et de le prendre facilement. Donc il y a un vrai besoin, mais qui soit adapté, comme on l'a dit, à l'imaginaire. Peut-être que les personnes pensent aussi que c'est facile à faire, mais
il faut du temps et l'industrie, c'est du temps. Et c'est la question que j'allais te poser parce que je pense qu'elle est sous-jacente. Finalement, lancer une start-up de type industriel, parce que c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Je vais pas répondre directement à la question, je vais reprendre un exemple. Et qui est valable pour le vélo et ce genre d'objet de petite mobilité, mais qui pourrait être aussi valable pour des objets type Ami One ou la petite voiture qui est en train d'être développée par un start-upper français, là, Eric Boulier, qui s'appelle Circle. Tous ces petits véhicules, là, on va dire de la gamme L6, L7 jusqu'au vélo, pour l'instant, beaucoup d'entre eux sont avec des batteries intégrées. Alors moi, je suis intimement convaincu, mais alors depuis au moins déjà presque 10 ans, c'est que j'arrive pas à comprendre qu'on vende la voiture avec ses batteries. Mais quand je dis que j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre. À part quelques ingénieurs un peu campés sur leur position de systémier qui m'expliquent que c'est mieux, c'est plus fiable, etc. Je comprends pas la logique. C'est-à-dire que moi, je suis intimement convaincu et je suis content parce qu'en Inde, il y a des gens qui ont poussé ce modèle et qui ont réussi à démontrer que ça marche. Mais on peut très bien imaginer qu'on voit un véhicule avec des batteries interchangeables. Donc, excusez-moi pour l'anglicisme, le vocabulaire qu'on utilise, c'est swappable dans le monde de l'ingénierie. Donc, une batterie qu'on sait changer avec 2 ou 3 kWh. Et vous vendez votre voiture. Déjà, la voiture, elle devient tout à fait plus raisonnable en termes de prix. Elle est définie avec un standard de batterie, et ce standard de batterie, vous le trouvez dans toutes les villes, les principales villes de France et de Navarre. Je reviens à la question. T'imagines bien que développer ça, une batterie avec un standard swappable que tu dispatches dans 50 villes de France, qui est fabriquée en grande quantité, qui est au bon standard de sécurité, etc., etc. On n'est pas dans la start-up qui va développer son produit en 6 mois. On est dans des produits qui se développent dans des horizons 30-36 mois. Et effectivement, c'est ça qui est peut-être mal compris par certaines personnes qui se jettent dans ce genre d'aventure. C'est que je pense qu'il est, pour moi, impossible, et j'ai un grand respect pour les gens du vélo et un grand respect pour les gens de l'automobile, mais ces gens-là font le même métier. Et les gens qui débarquent dans cet environnement et qui disent « moi, je vais faire un truc en 6 mois et c'est facile, je vois bien ces 2 roues et une paire de freins », en général, très vite, ils se prennent les pieds dans le tapis et ils retombent sur des travers où ils achètent finalement des kits tout faits à droite, à gauche et il y a plus de créativité, il y a plus de développement. Dès qu'on commence à concevoir vraiment un modèle et qu'on développe quelque chose d'assez pointu et complexe, bah oui, on parle bien souvent de 2 à 3 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire à peu près une boucle d'itération numérique, 1 ou 2 boucles d'itération physique, et puis mettre un produit de façon industrielle et répétable en série de façon fiable, quoi. Donc voilà, j'ai pris l'exemple de la batterie parce que j'y tiens et je voulais qu'à un moment ou à un autre placer cet exemple-là dans ton podcast, mais il est parfaitement adapté à la question posée. On peut pas développer un modèle comme ça rapidement et ça se développe pas tout seul. C'est aussi, il faut le comprendre, c'est que pour mettre en mouvement une start-up dans laquelle, ou des véhicules dans lesquels il y a 350, 400 références, en fait, vous êtes en train de déplacer un mastodon. Vous déplacez avec vous une centaine, voire 200 industriels qui se mettent en mouvement avec vous, sur lequel vous allez construire des forecasts, avec lesquels vous allez construire des forecasts, avec qui vous allez construire une montée en puissance, une distribution, un service après-vente, une organisation. Et si vous loupez une de ces briques, vous faites un lever de soleil, quoi. C'est-à-dire que ça se lève, mais ça se recouche très vite parce qu'il n'y a pas tous les bons ingrédients pour que le client trouve sa réponse complète dans ce dont il a besoin, c'est-à-dire oui, avoir un produit, mais oui, avoir un service après-vente, oui, avoir quelqu'un qui décroche le téléphone quand il y a besoin d'un service ou qu'il y a besoin d'un accessoire supplémentaire, etc., etc. Donc c'est tout cet écosystème qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qui prend du temps et de l'énergie et de l'argent, et qu'il faut pas se tromper. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille. On n'a pas tout à fait vendu ce qu'on voulait vendre comme vélo cette année, mais notre nom commence à se positionner un petit peu comme un nom qui reste établi dans les jeunes marques françaises. Et maintenant, il faut accélérer. On est dans la phase où il faut accélérer. Donc, on a posé les premières briques. On existe. On est sorti de ce brouillard qui est le lancement d'une start-up. Et maintenant, je dirais que après avoir passé 2 années difficiles, on rentre probablement dans l'étape la plus dure. Maintenant, il faut accélérer. Et accélérer, ça veut dire, vous rentrez pas beaucoup d'argent,
vous devez développer une gamme, vous développez, avoir une cohérence de gamme. Donc, il faut impliquer des designers, des stylistes, bien structurer votre approche complète avec vos partenaires et vos fournisseurs, et puis commencer à accélérer pour que ça se développe, quoi. Et tout ça, quand vous vous retournez, vous êtes une quinzaine de personnes et pas 6000 par exemple, comme quand j'étais chez Jaguar Land Rover, quoi. Donc c'est forcément un peu compliqué, quoi. Comment adresser les problèmes de mobilité pour répondre aux enjeux de proximité et de report modal, c'est la question qui est à l'origine de la création d'Ultima, dont l'objectif est de proposer à ceux qui ont le plus de mal à changer leurs habitudes des objets faciles d'accès et simples d'usage. Mais la genèse d'Ultima, c'est aussi l'objectif d'une fabrication française pour assurer une chaîne de fabrication la plus courte possible, mais aussi pour œuvrer au maintien, voire au développement de l'industrie dans notre pays. Enfin, c'est aussi une forte volonté de rester acteur de sa propre créativité, d'aller au-delà de l'idée pour s'investir aussi dans la réalisation. 3 ambitions, 3 piliers que l'on retrouve dans le logo de l'Ultima, symbolisé par les 3 U dans un cercle infini. Et on aura perçu au travers des explications de Jérôme Mortal la philosophie qui anime les 3 cofondateurs sur le besoin de repenser la mobilité du quotidien en inventant, au-delà du vélo, des véhicules adaptés à ce que doivent être les déplacements dans nos villes de demain. Tous ces véhicules doivent être abordables, vertueux, fiables, performants, fonctionnels, sécuritaires et ils doivent surtout répondre à un vrai imaginaire de consommation. L'innovation au service de la relocalisation, c'est donc la démarche et le positionnement d'Ultima Mobility, malgré toute la difficulté, le besoin de temps et d'énergie que nécessite le développement de projets et de produits industriels. Mais sur ce plan, l'expérience, le vécu et les connaissances des 3 cofondateurs d'Ultima Mobility sont à n'en pas douter des avantages précieux pour pouvoir faire face à tous ces écueils. Dans la partie suivante, nous allons parler du vélo multipass en évoquant ses spécificités techniques, la gamme développée ainsi que les magasins où trouver les produits. Alors venons-en maintenant aux produits vélo, on va en parler. Donc le produit s'appelle Multipass. Donc quelles sont les spécificités techniques ? Tu en as dit 2 mots déjà tout à l'heure, mais quelles seraient les spécificités techniques, technologiques que propose Ultima Mobility à travers son produit ? Avant de rentrer dans le multipass, comme tu l'as dit, moi j'aime bien découper cette gamme de la gamme de la petite mobilité, du vélo jusqu'au L6, L7, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les deux, des 3 roues qui peuvent être moto, 2 ou 3 roues qui peuvent être moto ou dans les catégories. Donc elles sont découpées au-dessus par des cadres législatifs L1, L5, etc. Donc nous, notre vélo, le multipass, il est aujourd'hui à cheval sur 2 catégories, puisqu'on a une offre speed bike, qui est un vélo qui roule à 45 à l'heure. On a une version américaine aussi qui roule à 33, et puis on a la version 25 à l'heure qui roule, qui est faite pour la pure législation VAE France. Donc quand on a fait ce produit, on avait déjà ça en tête, c'est de dire il faut qu'on ait un produit qui puisse aller rouler jusqu'à la gamme 45 à l'heure et qui puisse éventuellement répondre à des besoins de marché américains ou des besoins de marché européens. Ensuite, on avait un autre point en tête. On s'est dit, je reviens aux clients, aux fondamentaux du client. On s'est dit, le client, qu'est-ce qu'il aime pas dans un vélo ? Il aime pas se le faire voler. Malheureusement, ça arrive encore trop souvent dans les gens qui ont des beaux VAE. Beaucoup de nos clients, et en tout cas les clients que nous on vise, c'est des clients qui sont pas spécialement des cyclistes, donc ils n'ont pas spécialement envie d'être obligés de passer un brevet de pilote vélo pour pouvoir déplacer leur vélo. C'est-à-dire que moi, je prends souvent l'exemple, là, j'ai un voisin à côté, j'habite dans une côte là au bord de Lyon. Ma maison est dans une pente assez pointue. J'ai un de mes voisins que je vois remonter tous les soirs en danseuse avec son vélo d'une marque vosgienne française, de très bonne qualité, de très bonne facture. Mais en fait, je pense qu'il ne sait pas changer les vitesses. Donc en fait, il ne sait pas utiliser son vélo. Donc je pense qu'il arrive chez lui en transpiration. Vous voyez. Moi, un vélo pour faire du vélo taf, quand on se déplace 7 à 15 km, je n'imagine pas une seconde qu'on transpire. Donc on doit pouvoir arriver à son bureau, on doit pouvoir promener son sac. Quand on monte sur son vélo, on doit pouvoir vider ses poches, si on a des choses dans les poches. Donc en fait, le vélo, il doit être pratique. Donc en fait, c'est comment on met tous ces ingrédients dans le produit. Donc
Et c'est comme ça qu'on l'a dessiné. Donc, le vélo devait être léger, pour répondre à ça, il devait être léger et maniable. Donc, quand on a conçu le cadre, la problématique qu'on s'est posée, puisqu'on voulait à tout prix faire un cadre français, c'est de dire quelle technologie on embarque pour être capable de faire en France un cadre à une centaine d'euros pour être compétitif avec nos amis, tous nos compétiteurs qui ont des cadres made in China ou made in Taiwan. Et donc, on est parti sur une technologie assez innovante, sur laquelle d'ailleurs on a déposé des brevets. Donc on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a d'autres constructeurs qui s'y sont lancés, mais il n'y en a pas tant que ça qui produisent des vélos aujourd'hui dans cette technologie. Donc c'est du carbone recyclé qu'on achète en Allemagne. C'est des fibres de carbone qui sont dépolluées de leur époxy et qui font entre 3 et 7 mm de long. Et on les mélange avec un polyamide, donc on va dire dans le vocabulaire courant, un plastique. Donc on fait un mélange à peu près à 50-50. C'est un polyamide aramide. Donc c'est un plastique assez sophistiqué quand même, dans lequel il y a d'ailleurs des parties qu'on sait recycler. Et puis, il y a le carbone recyclé. Donc, vous arrivez avec un taux de recyclage au final qui peut varier entre 50 et, sur certains composants de notre vélo, on arrive à monter même jusqu'à 70% de matériaux recyclés. Et puis ça, on l'injecte à très très haute pression. On est en température, on fait fondre le plastique et on l'injecte à haute pression. Et on le densifie, c'est-à-dire on le compresse pour qu'il obtienne ses caractéristiques mécaniques. Donc ça, c'est notre cadre. Notre cadre, on le produit à Chalon-sur-Saône, chez un partenaire qui s'appelle Protoform. Notre cadre, sorti de ligne, il nous coûte à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais l'ordre de grandeur, c'est un peu moins de 120 €. Donc c'est le prix d'un cadre aluminium au départ de Taïwan, sauf que là, il est fabriqué en France. L'inconvénient de une des limites, on va dire, de cette technologie, c'est que le moule est assez cher et le moule dans lequel on injecte est assez cher à mettre en œuvre. Donc en fait, il fallait qu'on trouve une astuce avec un angle de V très ouvert, un angle de selle très ouvert, pour que notre vélo, quand on monte la selle et qu'on monte le guidon, finalement, il s'adapte aux personnes qui vont d'1m40 à 1m90. Moi, je peux vous dire que ce challenge-là, il était osé, mais sur un vélo de ville, il est tout à fait réaliste. Vous n'êtes pas forcément dans la position idéale au niveau de la biomécanique du pédalage, mais en fait, c'est pas gênant, puisque nous, on avait choisi dès le début d'avoir le moteur Valeo qui fait 130 Nm. À basse vitesse, et puis ensuite son couple baisse en fonction de la vitesse, mais globalement, ce moteur-là, vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort sur les pédales. Donc en fait, la biomécanique est à l'ordre 2, et votre positionnement sur le vélo est à l'ordre 2. Et donc on a pu élaborer ce scénario, et que je voulais vous dire, on l'a bien réussi, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez sur les publications qui sont faites par l'équipe de communication d'Ultima, c'est que mon fils qui avait 7 ans quand on a lancé le vélo, et moi qui fais 1m90, on est très souvent dans Lyon en train de se promener tous les deux, chacun avec notre vélo, qui est exactement le même, c'est-à-dire qu'on est capable de se le passer de l'un à l'autre, simplement par des réglages. Lui, quand il fait un peu plus d'1m30, moi je fais 1m90 et on est les deux sur le même objet. Donc ça surprend les gens, mais ça fait partie des choses qu'on voulait aussi apporter, c'est-à-dire un vélo ultra polyvalent pour la famille. Certes, il est un peu cher, il est fait en France, mais il répond à tous les besoins de votre enfant, à maman ou à grand-maman. Tout le monde peut le prendre, le vélo. Donc, comme j'ai dit, il est anti-vol. Donc, le vol, c'est un des freins important à l'achat. Donc, dans les freins à l'achat, donc on avait mis la géolocalisation, on lui a mis la désactivation de la boîte de vitesse à distance, c'est-à-dire que le vélo, il a sa batterie à demeure, on sait pas démonter la batterie, ça c'est un choix volontaire parce que on se sert de la batterie et de l'énergie de la batterie pour piloter le moteur ou alimenter notre géolocalisation à distance et être capable de jouer avec le vélo même à distance si jamais quelqu'un venait à vous le dérober. D'ailleurs, petit clin d'œil, là on a un client qui s'est fait voler le sien à Marseille il y a quelques semaines et une semaine après on l'a retrouvé on a été capable à distance de le désactiver, le vélo, parce que le client avait oublié de le désactiver, donc on était capable de le désactiver à distance. Quand le client s'est retrouvé désactivé, c'est-à-dire sans capable de pédaler, il est allé dans un premier magasin de vélo qu'il a trouvé pour le faire réparer. Et nous, on a pu du coup relocaliser le vélo, le bloquer, informer le magasin, informer la police, et le client a retrouvé son vélo dans la même soirée. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est super important. Le côté facile à conduire, c'est le côté j'ai pas de vitesse, j'ai de l'assistance qui s'adapte à l'effort que je mets au pédale. Je veux pédaler un peu fort, et le niveau d'assistance baisse. Je veux pédaler plutôt léger, et le niveau d'assistance s'adapte à mon besoin. Et puis un poste de conduite dans lequel, comme je disais tout à l'heure, on va retrouver de quoi mettre ses sacs, mettre son ordinateur, vider ses poches, fixer son téléphone avec un quad lock, avoir une position de conduite confortable sur le guidon avec un guidon flex et
qui s'appelle Baramine, et des poignées les plus haut de gamme qu'on puisse trouver sur le marché, une selle confortable. Et c'est tous ces petits ingrédients qui font que le multipass, oui, il est positionné dans une offre où les gens qui l'ont aujourd'hui, donc le plus dur, c'est de convaincre les gens de l'acheter, mais une fois que nos clients l'ont acheté, moi, j'ai des clientes qui m'appellent, j'ai des mails de clients qui sont encourageants, quoi. Hein. C'est merci, enfin j'ai trouvé le produit dont j'avais besoin, enfin je peux partir sereinement avec mon enfant, la déposer à l'école et je me sens en toute sécurité, etc., etc. Je reviens là-dessus, hein, sur le facile à conduire, le maniable, etc. Il y avait une enquête qui date un peu maintenant, hein, qui a plus d'1 an, mais qui disait que dans des villes comme Paris, le pourcentage des gens qui prennent leur vélo le matin en ayant peur, il avoisine les 80%, quoi. Ça veut dire que les gens, ils montent sur leur vélo, non seulement ils ont plein de commandes des choses à construire sur leur cockpit et à essayer de regarder sur leur vélo pour bien le comprendre, et en plus, ils sont dans un état de fébrilité important, puisqu'ils ont peur. Et ben moi, je dis que ces gens-là, le seul moyen qu'on ait à faire, nous, ce qu'on ait à faire, constructeurs de vélo, c'est de les aider. Et pour les aider, c'est qu'ils aient la tête haute, des bons freins, une sensation de facile à conduire, et qu'ils soient concentrés sur leur environnement qui, a priori, leur fait déjà peur. Et donc, il faut que le vélo les aide. Hein. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas, la plupart de ces clients-là qui font du job taf, là, ou du commuting, là, c'est pas forcément des cyclistes. Donc, c'est comment, voilà, on aide tous ces gens-là et on rend cet objet de plus en plus facile. Est-ce que ça s'appelle encore un vélo, Jérôme? Oui. Alors, c'est un vélo, hein, il est destiné pour être un vélo et dans la législation vélo pour la version 25 à l'heure. Par contre, beaucoup de mes clients nous disent, et c'est marrant ce que tu dis, il y a beaucoup de clients qui nous disent, mais Jérôme, c'est pas un vélo. Et effectivement, c'est pas un vélo. Ça devient un engin de mobilité pour la mobilité urbaine. Ça donne envie de l'essayer. Tu l'as dit tout à l'heure, un vélo facile par rapport au pédalage, ça veut dire qu'il y a quand même des vitesses. C'est une technologie Valeo et donc c'est une boîte de vitesse automatique, comme une voiture automatique. Quand j'ai quitté Valeo, on venait de le dessiner, cet objet, on venait de finir l'avant-projet de ce concept. L'idée était la suivante, c'était de reprendre toutes les briques technologiques qu'on avait dans l'automobile, c'est-à-dire une boîte de vitesse mécanique qu'on allait piloter et rendre complètement automatique pour son utilisateur. Donc en fait, on a une multitude de capteurs sur un vélo, et on se sert de tous ces capteurs, l'effort de pédalage, la vitesse du vélo, la vitesse de pédalage, le gyroscope, c'est-à-dire la pente, et on adapte en fonction de ça la vitesse engagée, mais aussi on peut adapter le niveau d'assistance. Et donc voilà, c'est ce mode, c'est toute cette configuration qui est pilotée au travers d'un algorithme de façon automatique et avec des calibrations. Donc là, je sais que Valeo continue à travailler d'arrache-pied parce qu'en fait, c'est un système où le développement est loin d'être terminé. On va pouvoir continuer à imaginer plein de choses. On va pouvoir avoir des modes où assez rapidement où les clients vont pouvoir configurer eux-mêmes finalement des cadences de pédalage ou des niveaux d'assistance. L'idée étant d'aller jusqu'au bout de ce type de concept. Donc c'est très rigolo. Hein. Le vélo, quand moi je le prends, il fait des choses qu'il va pas forcément faire si toi tu le prends. Il s'adapte à l'utilisateur. Et je dirais qu'un utilisateur le matin, calmement, qui va au travail et qui roule en mode vraiment relax, et le même utilisateur qui revient le soir de son travail plutôt un peu en mode sport, et ben le produit va pas lui donner la même calibration. Donc ça, c'est exactement comme dans une voiture. Hein. Les voitures, elles s'adaptent à votre style, et progressivement, les boîtes automatiques s'adaptent à votre usage. Et ben sur ce vélo, on est dans le même esprit. Donc on a la boîte automatique qui est au service du client. Fabrication, on l'a dit tout à l'heure, 100% française, en tout cas autour d'une technologie aussi 100% européenne. C'est compliqué pour fabriquer un vélo français. On aurait tendance à dire il est plus cher, mais j'ai cru comprendre que non. Donc c'est une plus grande difficulté que d'aller faire fabriquer son vélo en Chine. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Hein. Il y a vraiment deux choses. Alors, il y a un côté un petit peu où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On peut pas être un donneur d'ordre et garder le savoir-faire. Il y a un moment, ça va pas marcher longtemps. Donc, c'est un côté où je pense que les gens qui continuent à faire entièrement en Chine ne pourront plus à un moment ou à un autre prétendre qu'ils ont la conception chez eux. En fait, la conception française va se limiter à un bête cahier des charges parce que la partie industrialisation, optimisation, conception, etc., le savoir-faire, il est à Taïwan ou en Chine. Il y a cet aspect-là qui était très important dans la réponse que je vais faire. Et puis après, il y a l'aspect
politico-économique qu'il y a derrière, c'est-à-dire comment on accompagne les industriels qui investissent finalement dans le local. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très difficile parce que je pense qu'on n'est pas on n'est pas à armes égales. Alors, on peut parler du côté main d'œuvre et sociale de nos pays européens, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le coût de l'énergie, la façon dont sont accompagnées certaines entreprises asiatiques versus la façon dont on est accompagné en Europe. Il y a tous ces briques là qui sont la façon dont on a envie de voir une industrie se développer et comment on l'aide en Asie et comment c'est pas tout à fait le cas en Europe, mais même si ça c'est en train de changer et ça change et tant mieux, mais on n'est pas du tout à armes égales. Donc il est clair que si je rentre un peu dans les détails de tous ces mécanismes, ce qui se passe assez naturellement, c'est que in fine, pour produire un vélo le même vélo que je produis aujourd'hui chez Ultima avec 90% quasiment de la valeur qui est française, hein, selon l'AFNOR, puisque le vélo il est origine France garantie et l'AFNOR nous a labellisé. Bah, je pense que je suis probablement 500 à 600 euros plus cher que si je l'avais fait en Chine. Quand derrière ça, vous rajoutez le coût de la distribution et puis un petit peu de revenus pour Ultima pour qu'on puisse vivre et continuer à réinjecter de l'argent dans le développement et payer nos équipes et puis que l'entreprise se porte bien, vous êtes sur un équilibre fragile qui chaque mois est une de nos préoccupations et le seul moyen de nous en sortir, c'est un peu plus de volume. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve notre place. Il y avait des études qui avaient été faites il y a quelques temps qui disaient que la plupart des clients français pour du Made in France étaient capables de mettre entre 10 et 15% de plus dans le prix d'achat. Moi, ça, je le retrouve pas aujourd'hui dans mes études de marché. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des critères différenciants pour que le client regarde le produit Made in France d'un œil intéressé. Et c'est là qu'il faut, c'est cet axe-là qu'il faut creuser, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut pas compter que le client il va être capable de mettre 10% ou 15% de plus. Je pense que le client, il faut l'attirer. Donc il faut travailler sur le côté attractif du produit, sur les innovations qu'on y met, sur le service qu'on apporte, et c'est ça qui fait la différence. Et là, je reviens sur des exemples concrets, mais je vais reprendre l'exemple de mon client qui s'est fait voler son vélo il y a 2-3 semaines là à Marseille. Il est géolocalisé, on lui retrouve, il va le récupérer. Bon, il y a un petit dommage sur le vélo. On est à quelques centaines de kilomètres de chez lui. On est capable d'envoyer sous 24 heures une pièce de rechange pour changer la fourche avant qui avait été abîmée. Et le lundi d'après, il repart au travail avec son vélo et son vélo il est remis en état. C'est sur ce genre d'offre un peu complète qu'on doit faire la différence et qu'on doit inciter les clients à revenir vers un taux de localisation plus important. C'est-à-dire, oui, ça fait sens que ça soit industrialisé pas trop loin parce que finalement, comme disaient nos copains là dans le sud-est, le made in le coin, parce que finalement, ça aide. C'est autre chose en termes de service. C'est quand il appelle Ultima le client pour le dépanner, on n'est pas en train de lui dire attends, faut que toi t'as quelle version, t'as cette version là, attends, il faut que je recommande la pièce, il y en a pour un mois, etc. Non, on lui dit non, cette pièce là, non seulement on les produit, mais on en a en stock, on peut te la livrer sous 24 heures, etc. C'est toute la beauté de cette industrie made in le coin qui est vertueuse. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens. Au-delà du fait que si vous avez un petit peu mon état d'esprit, moi personnellement, je continue à être en joie et à sourire quand je vois une usine et que je vois le matin 100 salariés rentrer dans une usine ou alors j'étais hier à Rumilly là en Savoie là à côté d'Annecy et je me retrouve à midi au moment du shift là derrière une file de 200 voitures parce que les gars sortaient d'une grosse usine d'un constructeur d'un fabricant d'équipements de cuisine que je vais pas citer, qui s'appelle Seb. Mais oui, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir. Moi, personnellement, ça me fait sourire et ça me met en joie. Donc, j'ai été 5 minutes en retard parce que j'avais pas prévu de me retrouver derrière 200 voitures. Mais c'est pas grave parce que je me dis, voilà, c'est ça, notre pays doit être basé là-dessus. Puis alors, si en plus, ces 200 salariés, demain, je les vois sortir de l'usine en vélo et rentrer chez eux en vélo, je serai encore, ou en petite mobilité Ultima, je serai encore plus heureux. Et tu vois, la boucle est bouclée. En tout cas, ce qui est clair, c'est que
on sent au travers toutes les explications que tu peux nous apporter la valeur ajoutée sur le produit. Donc oui, fabrication française, oui, relocalisation, donc enjeu économique, social, mais ça fait sens parce que aussi on sent que l'outil est pensé à une philosophie et qu'il est adapté. Donc ça, je pense que ça peut gommer effectivement des différences de prix par rapport à un vélo classique. Et alors, pour terminer sur ces vélos, je suppose qu'il y a une gamme, et s'il y a cette gamme, est-ce que tu peux nous en parler rapidement et nous dire où l'on peut trouver les vélos Ultima? Merci de me tendre la perche, effectivement, parce j'ai pas eu le temps de couvrir ce point, mais effectivement, on a une gamme. Dans cette gamme, donc on a une version classique qui est la version City. Ensuite, on a fait une version suspendue à l'avant avec un brevet français aussi qui nous permet de fabriquer une fourche suspendue pour une version trekking. Donc ça, je fais juste un clin d'œil sur Motion Engineering, qui sont notre partenaire, qui nous ont aidé à développer cette fourche. C'est une lame carbone qu'on fait fabriquer chez JTech, un gros industriel japonais, mais qui est basé en France, enfin qui a ses usines en France. On tire sur une lame carbone, donc c'est sans entretien, c'est extrêmement fiable. L'avantage de cette fourche, c'est qu'elle a une raideur infinie, donc plus vous la comprimez, plus la raideur augmente, et ça permet effectivement de jamais aller au butée de la fourche. Et ça nous a permis de fabriquer une fourche. Il faut savoir qu'une fourche aujourd'hui sur un vélo de ville, on va dire 99% des fourches des vélos de ville viennent de Chine, et elles coûtent entre 40 et 120 balles en prix d'achat. Nous, voilà, ça faisait aussi partie des enjeux, c'est de dire il faut qu'on fasse une fourche qui rentre dans ces enveloppes économiques et qu'on fabrique en France. Donc voilà, donc on a sur ce trekking cette fourche innovante qui est une fourche monobras. Pour les gens qui l'ont déjà vu, c'est rigolo, hein, c'est une fourche un peu comme notre compétiteur Cannondale. Là, il y a une branche que d'un côté, c'est une lefty, excusez-moi, c'est encore un anglicisme, mais c'est comme ça qu'on les appelle dans ce monde, hein. C'est une fourche avec un bras gauche, seulement un bras gauche. Et puis on a décliné des versions cargo, c'est-à-dire qu'on s'est associé avec le partenaire qui s'appelle Joker, qui fabrique des petites fourches cargo pour soit faire du porte-bébé ou du porte-pizza. Et vous pouvez décliner notre vélo en version cargo. Donc on a d'ailleurs des clients qui nous achètent des fois le vélo dans les deux configurations, c'est-à-dire qu'ils achètent une fourche de rechange, c'est-à-dire que le vélo, ils s'en servent une partie de l'année en utilitaire, puis une autre partie quand ils partent en vacances, en mode trekking, etc. Donc le vélo est complètement sur la même base. Vous avez plusieurs versions de configuration. Une fois que j'ai dit ça, nous, les vélos, on les fabrique, on a un petit flux de production qu'on pousse dans nos magasins. Mais il y a un petit flux de production qu'on pousse dans nos magasins, mais il y a un truc qu'on peut faire, c'est que chaque client peut pousser la porte d'un de nos magasins et dire j'aimerais bien avoir un Ultima, mais je le veux rouge avec une fourche trekking, je veux le vide-poche sur le guidon, là, la fameuse boîte vide-poche qu'on appelle One Box, je veux le porte-bagages comme ça, je veux ce modèle de selle, et puis nous, notre promesse, vu que notre écosystème il est très très franco-français, et notre promesse, c'est le troisième pilier d'Ultima, c'est on vous livre en moins de 21 jours. C'est-à-dire que l'objet de vos rêves, on vous le livre en moins de 21 jours. Donc moi, par exemple, je suis fan de vélo de sport, je me suis commandé un vélo de course il y a pas très longtemps. Je l'ai commandé un peu sur mesure et avec des finitions spécifiques. Je l'ai reçu 9 mois après. Bon, nous, notre promesse, c'est pas 9 mois, c'est 21 jours. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais livré un vélo en dehors de au-delà du délai promis. Donc ça, c'est la façon de travailler. Sur notre site internet, vous trouvez rapidement la cartographie de nos magasins. On est présent sur 90 magasins en France et 110 magasins en Europe. Donc, quand je dis Europe, on est implanté en Finlande, en Belgique et en Suisse, et on a l'intention de continuer à se développer. Mais bon, il y a 90 magasins en France, on a une belle carte française, on couvre bien toute la France. Et on est associé avec les magasins, la chaîne Culture Vélo. Donc si vous avez un Culture Vélo à côté de chez vous, vous allez forcément pouvoir trouver un Ultima à l'intérieur. Et pensez au fait que c'est pas celui que vous voyez dans le magasin que vous êtes obligé d'acheter. Pensez au fait que vous pouvez le configurer et vous le faire livrer sous 3 semaines. Peut-être pour donner une indication, pour donner une idée de prix, un prix moyen, il y a donc toute une gamme, des vélos qui peuvent être personnalisés, mais il faut compter combien en moyenne pour un vélo fabriqué par Ultima Mobility? Dans la question, le premier point, c'est petit 1, on est toujours en train de travailler pour essayer de compenser l'inflation. On a pris l'inflation nous a joué des sales tours là, ces 18 derniers mois. Donc on essaie toujours de compenser, c'est-à-dire on essaie de pouvoir avoir une courbe qui nous permet de refaire une offre plus attractive avec le temps et le volume qui croît.
Mais aujourd'hui, un vélo Ultima, ça va de 3009 à, on va dire à peu près 5009, quoi. Hein. C'est une fourchette large, mais voilà, avec tout accessoire, tout équipement, on peut monter jusqu'à presque 5900 euros. Oui. Le Multipass est en réalité un vélo qui se trouve à cheval sur 2 catégories, car il se décline en version speedback, c'est-à-dire vélo électrique dit rapide permettant d'aller jusqu'à 45 km/h, mais aussi en version réglementaire VAE France, véhicule à assistance électrique, avec une vitesse maximale limitée à 25 km/h. Cela permet à Ultima Mobility de pouvoir s'adresser à des marchés différents en Europe et aux États-Unis. Mais le vélo a surtout été pensé pour un usage facile, anti-vol, pratique, intuitif, limitant l'effort physique pour plus de confort, léger, maniable. Et pour répondre à ce cahier des charges, le Multipass est conçu à partir d'un cadre spécialement fabriqué en France à Chalon-sur-Saône, à partir de carbone recyclé et de polyamide, sur la base de procédés brevetés et qui permettent une adaptation facile pour tout type de morphologie, qu'il s'agisse d'un enfant de 7 ans ou d'un adulte d'1m90. Il s'agit donc d'un vélo ultra polyvalent pour la famille, qui dispose d'un système anti-vol efficace avec géolocalisation et désactivation à distance du moteur, pour lequel le pédalage est facilité grâce à un moteur Valeo à boîte de vitesse automatique qui s'adapte à chaque utilisateur, dont le poste de conduite a été pensé fonctionnel avec vide-poche et surtout une position confortable tête haute avec une selle et des poignées haut de gamme. Si le Multipass répond à la réglementation du vélo, la façon dont il a été pensé et fabriqué le classe au final dans la catégorie des nouveaux engins de déplacement tant il est différent. Il bénéficie également d'une certification Origine France Garantie, une appellation qui, au-delà de l'image, fait qu'Ultima Mobility est réellement en mesure de proposer aux acheteurs un délai rapide de fabrication et de livraison de 21 jours, ainsi qu'une réelle proximité en cas de besoin, de maintenance et de réparation. Et malgré cette territorialité quelque peu défavorable sur le plan des coûts de production par rapport à une fabrication en Asie, Ultima Mobility propose un prix de vente tout à fait compétitif sur un marché concurrentiel où, selon Jérôme Mortal, la différence et l'attractivité se font surtout sur le service et l'innovation plus que sur le Made in France. Version trekking, city ou cargo, le Multipass est présent dans les magasins spécialisés en France et peut être parfaitement personnalisé lors de l'achat selon le besoin ou les souhaits en termes de couleur, de fonctionnalité ou de technologie. Nous terminerons notre échange avec Jérôme en évoquant une vision plus globale sur les enjeux vis-à-vis de la mobilité d'aujourd'hui et de demain, une vision que nous partageons avec chacun de nos invités au podcast du MAP. Jérôme, on arrive dans la dernière partie de notre podcast et j'ai souvent l'habitude de demander à nos invités leur vision plus personnelle par rapport aux grands enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Alors, tu nous en as déjà fait part tout au long de notre échange parce que, au-delà du produit, au-delà de l'industriel, ça s'inscrit dans une vraie philosophie, une vraie réflexion. Mais ceci dit, si on sort de la partie vélo, mobilité, micro-mobilité, quels sont à tes yeux les grands enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain ? Si tu le veux bien, je fais un retour en arrière, je rembobine et je reviens à ma présentation. Si les gens n'avaient pas compris, je veux insister sur une chose. Je reste un passionné d'automobile et de mobilité au sens large. C'est-à-dire que je suis intimement convaincu que demain, on aura besoin de trains, on aura besoin de camions, on aura besoin de voitures. Et je ne me vois pas partir en vacances avec mon vélo cargo et mes enfants. Même si en vacances, j'aime bien faire du vélo avec mes enfants. Voilà, je pense pas que demain, tout le monde sera en vélo et qu'il n'y aura plus que le vélo ou la mobilité intermédiaire. Ça, il faut bien le comprendre. Donc en fait, je continue. Moi, personnellement, je reste un ingénieur engagé dans les comités scientifiques de la SIA, la Société des ingénieurs automobiles français. Je reste très actif dans les sujets de systèmes de propulsion un peu plus à forte puissance. Et par exemple, quand j'étais chez Valeo, j'étais en charge de la petite mobilité, mais j'étais aussi un des experts pour tout ce qui était e-drive et systèmes de propulsion automobile classiques. Donc voilà, c'est les choses qui sont importantes à savoir. Et donc, quand vous abordez la mobilité avec cette philosophie, même si je suis un passionné de mobilité douce et active, et je suis convaincu que c'est la bonne réponse pour le cas d'usage urbain, eh ben, il y a tout le reste à traiter. Donc, je vais vous donner un exemple. Je discutais hier encore avec une personne éminente là du monde de la mobilité qui est à la retraite là, et on discutait des problématiques banlieue. Donc, les problématiques banlieue, ça c'est un vrai sujet où on voit bien que des petites mobilités intermédiaires vont pouvoir trouver leur place. On a aussi
les problématiques de toute la sécurité de nos enfants ou de nos adolescents. On n'a pas trop envie de voir nos enfants en danger, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pistes, que ce soit vélo ou les endroits où se déplacent toutes ces petites mobilités, elles sont très proches des véhicules. Donc on a envie aussi que nos enfants soient quand même un peu protégés. On a envie que tout le monde trouve son compte sur la voie publique. Puis la voie publique, elle va mettre du temps à bouger. Et puis il y a le rural. Le rural d'où je viens, hein, parce que moi je suis né à la campagne. Et le rural, on voit bien que la personne qui fait 35 km ou 40 km pour aller sur le trail le matin, non, il va pas le faire en vélo tous les jours. Donc c'est comment on apporte des réponses adaptées à chaque sujet. Après, il y a les principes de base. Les principes de base auxquels moi je suis très attaché, et je sais que je smatch assez volontiers sur les réseaux quand on m'attaque sur ce sujet, c'est pas de moi la phrase, hein, c'est de Colin Chapman, mais on dit light is right. On a déliré là ces 15 dernières années, on s'est trompé. On est parti dans le tout gigantesque, le tout lourd, le tout, etc. On est même maintenant dans des proportions de véhicules qui rentrent plus sur les routes. Hein. C'est le cas. Hein, je veux dire, les chaussées urbaines essaient de reprendre leur taille normale et certains véhicules sont en difficulté. Donc on est allé trop loin. Donc il faut que les voitures redeviennent des tailles humaines. Je suis extrêmement enchanté par ce que je vois, par exemple, chez un de nos constructeurs français que je citerai pas, mais dont le symbole est un losange, qui repart vers des voitures plus petites, qui avait déjà montré l'exemple avec Dacia, mais qui repart vers des voitures plus petites, etc. Mais je pense que la vérité, elle est là. C'est qu'il faut qu'on réduise la taille de tout ce qu'on avait commencé à faire, et puis qu'on regarde bien, en fonction du cas d'usage, quelle est l'offre qu'on peut apporter à nos clients et à nos utilisateurs. Donc on voit bien qu'il y a finalement de la place pour à peu près tout le monde, y compris pour le camion. Je veux dire, aujourd'hui, un camion, pour aller, je vais prendre un exemple très concret, dans l'est de la France, entre Nancy et Épinal, il y a 60 km, vous déplacez des biens et des choses assez lourdes entre Nancy et Épinal, il y a la voie ferrée, c'est pas forcément ce qui va vous permettre de le faire assez rapidement. Les voies routières, elles existent, les autoroutes existent. Bon, oui, vous avez besoin de camions. Après, la question, c'est comment vous motorisez votre camion. Tu le sais, toi, Laurent, hein, je suis aussi vice-président d'une autre société qui s'appelle Innocel. Je suis le vice-président product et stratégie et je suis en charge du développement d'une pile à combustible 300 kW pour lequel on pourra revenir dans un autre podcast s'il le faut. Volontiers, parce que c'est un vrai sujet, l'hydrogène aussi. Dans un écosystème de transformation d'énergie, hein, dans lequel il y a du solaire, dans lequel il y a du vent, dans lequel il y a du nucléaire, dans lequel il y a de l'hydraulique, on voit bien qu'il y a des moments où on a des surproductions d'énergie, on peut se servir de cette surproduction pour finalement créer de la molécule d'hydrogène par exemple, et puis d'autres moments quand on a des pics, se servir de cet hydrogène pour faire fonctionner des piles à combustible, des fuel cells, et refaire de l'énergie électrique et la renvoyer dans le réseau. Donc ça fait partie des choses qui sont très valides dans un écosystème donc stationnaire. L'exemple que je vous donne, c'est un écosystème stationnaire où gérer des pics, par exemple pour un hôpital où on se dit tiens, au lieu de démarrer un groupe électrogène au fioul lourd, je démarre une pile à combustible à l'hydrogène et puis j'alimente mon hôpital et le surcoût d'énergie en hydrogène avec une base hydrogène. Donc ça fait sens. Après, quand on se projette un peu, et là je reviens à la mobilité. Moi, je me dis que ce type de générateur d'énergie, il pourrait être très adapté si on sait le rendre dynamique. Parce qu'aujourd'hui, la fuel cell, son inconvénient, c'est que ses temps de réponse sont un peu lents. Donc nous, on travaille sur une fuel cell dont les temps de réponse sont de l'ordre de la seconde. Si une fuel cell a des temps de réponse de l'ordre de la seconde, vous pouvez faire un camion sans pile, quasiment, sans batterie, je veux dire. Vous avez juste des piles à combustible, des toutes petites batteries pour gérer des transitoires et vos phases de démarrage. Et le reste, vous attaquez directement votre moteur électrique. Donc là, on commence à avoir un camion du futur qui fait tout à fait sens, qui est NOx-less, vous polluez rien et vous fonctionnez à l'hydrogène. Et sur des parcours, je veux dire par exemple, des Lyon-Paris ou des choses comme ça fait tout à fait sens. Vous avez des camions qui peuvent basculer d'un côté à l'autre, utiliser le réseau routier qui existe, et puis faire des allers-retours et déplacer vos biens et servir l'industrie qui en a besoin. J'ai pris l'exemple du poids lourd, mais je peux reprendre après l'exemple du déplacement, du commuting qu'on a à faire nous tous les jours, où le vélo peut être adapté dans certains cas d'usage, mais pas que. Regardez, là c'est l'hiver, il fait pas beau. Moi, je comprends très bien les cyclistes qui arrêtent de se déplacer en vélo. Mais par contre, c'est pas parce qu'ils posent le vélo qu'ils doivent sortir un SUV d'une tonne 8, quoi. Vous voyez, on est dans les... Non, si tu remballes ton vélo, mais peut-être prends une autre solution Ultima, un petit tricycle, pas très lourd, de 200 kilos, avec une batterie swappable et fais ton commuting avec cette petite offre. Vous voyez, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on tende et c'est là-dessus où je pense, nous, hommes de mobilité, quand je dis nous,
j'associe tous les gens qui travaillent dans la mobilité aujourd'hui, qui sont mes amis, mes frères, les gens avec qui je travaille tous les jours. On a un challenge. On doit travailler main dans la main. On n'est surtout pas en compétition. On doit se compléter. Nous, là, Ultima, la force que l'on a, et Innocell aussi, hein, la société de piles à combustible avec qui je travaille, la force que l'on a, c'est qu'on est des startups, on est très agile, on est capable de développer des choses relativement vite. Ce que savent pas forcément faire des mastodontes du type un autre constructeur français dont le logo est un lion, qui est devenu un monstre et qui a perdu en agilité, même s'il a su faire Ami-One d'ailleurs au passage. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a une vraie force, c'est d'être agile, d'être motivé et inspiré par et bien comprendre ce que c'est qu'une chaîne carbone, par exemple, en se disant qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe au moment de la transformation, qu'est-ce qui se passe en aval, comment on peut optimiser tout ça et comment on peut faire une offre différente qui répond à un besoin client. Hein, parce que répondre à une besoin de chaîne carbone, ça fait pas vendre une voiture, ça. Hein, c'est ce qui répond au client, c'est l'offre qu'on peut y apporter, mais tout en ayant cette préoccupation là derrière notre cerveau, dans notre esprit en permanence, pour essayer de faire la meilleure proposition technique et économique. Donc voilà, c'est ça notre motivation, c'est ça notre passion, et c'est ça qu'on met, que l'on met au service de la mobilité au quotidien. Je dirais, et j'ai fait volontairement cette transition. Moi, je fais partie des gens qui sont vraiment passionnés de ça et passionnés du fait que on sera plus efficace tous ensemble. Pour te donner un exemple, l'année dernière, j'ai créé une convention qui s'appelle la Convention du vélo Made in France, dont la première convention a eu lieu à Vienne, là au sud de Lyon. On était 100 industriels, une centaine d'industriels qui venaient de 3 filières différentes, l'aéro, l'automobile et le vélo. Et l'idée du concept, c'était de faire... on avait commencé par une petite session... on brise la glace, c'est-à-dire une petite conférence pour montrer que c'est possible. On était parti un de nos amis était venu faire une présentation un monsieur qui a industrialisé, qui s'appelle 1083, qui a industrialisé le jean français, qui fabrique des jeans à quasiment 100% en français, y compris le tissu, la toile, y compris les boutons. Il est venu nous montrer qu'il a réussi, en 15 ans, il a réussi son challenge. Et nous, derrière, les industriels que nous étions, on s'est réunis, puis on a fait des tables rondes sur est-ce qu'on peut faire une roue française, est-ce qu'on peut faire une nouvelle suspension française, est-ce qu'on peut faire une selle française, etc., en prenant des technologies et des savoir-faire de différentes industries. Savoir que cette petite graine qu'on a plantée, elle a fait son chemin. D'ailleurs, il y a des solutions qui ont abouti depuis. Et d'autre part, l'Union Sport et Cycle et la filière vélo qui est en train de se créer, elle a trouvé l'initiative pertinente. Et cette convention est devenue maintenant officiellement sponsorisée par l'USC. Et elle aura lieu cette année en juin, en marge des Prodez à Toulouse. Et on va essayer de réunir, ce coup-ci, l'année dernière, on était 100. L'année prochaine, on espère en réunir 250 industriels pour travailler ensemble sur... tiens, moi, je sais faire du carbone comme ça. Moi, je sais le presser comme ça. Moi, je sais, mais finalement, est-ce qu'on saurait pas finalement faire un cas de carbone français à un prix raisonnable si on travaille ensemble main dans la main? Voilà, ce que je veux faire, et je veux pas faire le naïf ou le quelqu'un qui rêve. C'est faisable. Ce que je veux faire, c'est mettre des gens en relation qui se connaissent pas, leur montrer qu'ils ont intérêt à travailler ensemble et que s'ils travaillent ensemble, demain, l'industrie française va ne se porter que mieux multifilière. Parce qu'en fait, on fait tous la même chose et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est surtout pas en compétition. On peut travailler ensemble dans la même direction. Je pense que ce que tu dis là est extrêmement important parce que tu parlais du manque d'agilité des grosses industries françaises. J'allais dire, ces industries doivent impérativement s'appuyer sur le tissu start-up industriel. Et donc là, tu viens de nous décrire finalement que ça se fait. Et c'est une transition pour la dernière question que j'allais te poser. La mobilité, c'est un réel enjeu, bien sûr, de développement durable, mais c'est aussi un enjeu économique important pour l'Europe. Parlons au-delà de la France pour l'Europe. Alors ma question, c'est, as-tu le sentiment par rapport à tout ce que tu connais, tout ce que tu viens de nous expliquer, que l'Europe va pouvoir tirer profit de cette situation économiquement par rapport aux deux grands que sont les Américains? Alors c'est plus le côté digital pour les États-Unis et surtout la Chine pour le côté électromobilité industrie. Donc est-ce que l'Europe a vraiment une carte à jouer? J'ai le sentiment que oui. Tu m'emmènes sur un terrain difficile. Pourquoi difficile? Parce que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que cette convention, est-ce qu'on essaye de faire? D'ailleurs, on est en train de se dire qu'on va l'élargir au niveau européen parce qu'on a tout à fait intérêt à travailler avec les Italiens, les Allemands. Il y a du savoir-faire un peu partout dans le monde du vélo et de la petite mobilité, donc on va gagner à travailler ensemble. Là où c'est biaisé un petit peu dans la mise en œuvre, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont pris des directions extrêmement
radicale au niveau de leur industrialisation. Et je pense que l'ambition qu'on avait dans les années 70, quand on a commencé à mettre en œuvre les premières pierres de l'Europe, je trouve qu'on en est bien loin. Et qu'aujourd'hui, j'aurais à cœur et je rêverais qu'on revienne effectivement à cette Europe qui forte et au moins aussi costaud que la Chine et que les États-Unis, avec le même type de protectionnisme. C'est-à-dire que je pense que pour y arriver, il va falloir se protéger un petit peu. Et je pense que l'Europe se protège pas assez. Du fait de ce que j'ai dit avant, certains industriels ont mis trop la barre dans une certaine direction qui font que maintenant, si on venait à se protéger, on pénaliserait y compris des industriels européens qui se sont pieds et mains liés avec d'autres plaques géographiques. Et c'est là où c'est difficile. Mais l'idée de base, j'y adhère à 200%. La mise en œuvre, je suis aujourd'hui un peu sceptique parce qu'on est trop politisé, il y a trop de jeux d'influence et on n'arrive pas vraiment à tirer la quintessence des synergies qu'on pourrait avoir. Bien, merci en tout cas pour cette vision. Jérôme, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Je tenais à te remercier pour cet échange passionné et passionnant et te proposer que nous restions en contact d'une part pour suivre l'évolution d'Ultima Mobility et de ses produits et puis peut-être, comme tu l'as suggéré, parler aussi pile à combustible, hydrogène avec l'autre activité. En tout cas, un grand merci à toi. Merci Laurent et à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange avec Jérôme Mortal qui s'est livré en toute transparence et avec la plus grande sincérité sur ses projets industriels et sur sa vision face aux enjeux de développement durable. Nous retiendrons toute la réflexion mais aussi tout l'enthousiasme et l'engagement qui animent l'équipe d'Ultima Mobility pour prendre une part active à la création de nouveaux moyens de mobilité adaptés à nos besoins et à la nécessité de changements imposés par les enjeux climatiques et de santé publique. Au travers de cette première proposition que constitue le vélo multipass pour Ultima Mobility, Jérôme Mortal nous a clairement expliqué les grandes difficultés auxquelles les porteurs de projets industriels sont confrontés. Mais dans le même temps, Jérôme nous a également fait partager toutes ses convictions quant au besoin de redévelopper dans notre pays et en Europe un savoir-faire et un tissu industriel en démontrant qu'avec la motivation et l'envie, il est encore possible d'agir. Et la citation « Light is right » empruntée à Colin Chapman, ingénieur automobile anglais créateur de Lotus Cars, pourrait servir de guide pour revenir à une réalité que l'industrie automobile semble avoir perdue, selon Jérôme Mortal, à en juger la gamme de véhicules toujours plus imposants qu'elle développe actuellement et qui fait d'ailleurs débat dans l'opinion publique. Mais cette citation colle aussi parfaitement à l'esprit start-up qui, contrairement à la lourdeur des grandes entreprises, font preuve d'une agilité qui peut contribuer au changement en initiant et en accompagnant justement l'innovation dont notre industrie a tant besoin. En conclusion, dans ce numéro du podcast du MAP, nous sommes partis du vélo pour arriver à l'évocation d'une philosophie et surtout d'une vision macro et prospective qui met en perspective l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, écologiques auxquels notre société est aujourd'hui confrontée et qui ne concernent pas seulement que le secteur de la mobilité. Ainsi s'achève ce numéro du podcast du MAP. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à découvrir d'autres numéros sur notre site internet www.observatoire-map.org, rubrique podcast.